Ma famille et mes proches ont peur pour moi quand je pars plonger avec les requins-tigres. Ils sont totalement contre. Mais je veux leur prouver qu'il n'y a rien de dangereux. Je pars pour une nouvelle exploration qui va m'emmener du Sri Lanka à l'archipel des Maldives dans l'océan Indien. Le but de mon voyage, partager le quotidien de peuples qui ont choisi de perpétuer les gestes de leurs ancêtres pour tirer parti de l'océan sans jamais l'épuiser. Mon voyage commence à Negombo, sur la côte ouest du Sri Lanka. Cette ancienne colonie portugaise, puis hollandaise, est devenue aujourd'hui un des ports de pêche les plus importants de la côte occidentale. Il est 6 heures, le port s'éveille, et des milliers de navires sont déjà prêts à prendre la mer. Ceux que je cherche sont uniques au monde. Ce sont les Oruwa, des bateaux à voile ancestraux qui ont inspiré les catamarans modernes. Bonjour. 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 C'est bien ici le port des Oruwa ? Oui, c'est ici que les Oruwa sont restaurés et réparés. C'est Rosman, le chef de la communauté qui m'accueille. Il descend d'une très longue lignée de marins. Aujourd'hui, dans ce chantier de fortune, avec son équipage, il répare un Oruwa. J'ai un profond sentiment de fierté de rencontrer ces marins, derniers gardiens de cette tradition séculaire. Ça fait longtemps que tu navigues sur des Oruwa ? Après avoir quitté l'école, je me suis retrouvé sans emploi pendant 2 ans. J'avais alors 18 ans. J'ai décidé de devenir pêcheur. J'ai dû apprendre en cachette parce que ma mère ne voulait pas que je devienne pêcheur. Et ça fait maintenant 30 ans que je fais ce métier. Nos ancêtres ont commencé à pêcher sur les Oruwa il y a plus de 500 ans. Il y a 15 ans, il y avait encore 116 Oruwa. Maintenant, il n'y en a plus que 35. Ça n'intéresse pas les nouvelles générations d'apprendre cet art ancestral. Il y a donc de moins en moins de pêcheurs traditionnels expérimentés. Et les prises sont de plus en plus maigres chaque année. Pourquoi tu continues à pêcher de cette manière au lieu de changer pour un navire à moteur ? Mais parce que c'est une technique de pêche vertueuse. Elle coûte pas cher. Et puis, si la pêche est mauvaise, j'ai de compte à rendre à personne. Alors que si je pêche sur un bateau à moteur et que je reviens les cales vides, c'est pas viable pour moi. Je ne changerai de travail pour rien au monde. On est tellement libre. On part à 5 heures, on revient à midi et on se relaxe tout l'après-midi. Quel autre métier te donne autant de liberté ? Viens avec nous, on part tout de suite.
On va te montrer comment on pêche et comment on attrape les crevettes. On est 4 sur le rouaa, donc il y a amplement de la place pour toi. Perfect. C'est génial ces catamarans, c'est vraiment les voiliers les plus épurés que j'ai pu voir. Hein. Les voiles, ça c'est le gouvernail. La particularité de ces bateaux, c'est que toutes les pièces sont assemblées par des liens. D'ailleurs, c'est l'origine même du mot catamaran. Katumarun, ça veut dire bois et lien. Et ça permet de pouvoir absorber les chocs de la houle en mer sans se briser. Tu nous aides à pousser? Allez, on y va? Oui, on y va. Allez, c'est parti. Plus on avance, plus on sent la brise se lever. C'est le moment de monter les voiles. Allez, Il va falloir envoyer les voiles. Voilà, qui est une opération un petit peu délicate quand on voit la taille du bateau. Ok. Jérôme, tiens bien le mât. Voilà. Ah, c'est magnifique. À l'origine, les orouas étaient creusés dans un tronc de jacquier. Aujourd'hui, la fibre de verre a remplacé le bois de la coque, mais ils sont toujours assemblés avec des cordages pour plus de souplesse et les voiles sont cousues à la main et teintes à l'aide d'un pigment qui imperméabilise la toile. Qu'est-ce que tu tiens dans ta main? C'est un mengale. Menjale. Je jette de l'eau pour que la voile reste humide. Ah, sur la voile. C'est ça. Et plus la voile est lourde, plus le rouaa va vite. Ok. C'est drôle parce que c'est vraiment quelque chose qui se fait un peu partout dans le monde, hein, à bord des bateaux traditionnels. C'est un très beau geste. C'est juste l'outil qui change selon les pays. Donc on est arrivé sur le style de pêche, donc le bateau stop, vire de bord. Ce qui est très étonnant sur ces bateaux, c'est que normalement, pour virer de bord, on fait passer les voiles d'un bord à l'autre du bateau. Là, on fait passer de l'avant à l'arrière du bateau. La proue devient la poupe et la poupe devient la proue. Jérôme, passe-moi l'écoute. Tiens, ça c'est le bloc de pierre qui va servir à lester le filet. On va le poser au centre du bateau. Ok. Le vent est assez fort aujourd'hui, donc on va rajouter une brique en métal pour être sûr que le filet aille bien au fond de la mer. Donc là, on est en train de préparer le filet qui est une sorte de chalut qu'on va tendre entre la poupe du bateau et le bout du flotteur. Et on va traîner ça un petit peu au-dessus du fond. Ok. Hop. Et voilà. Ok. Donc là, le filet, il est au fond et on va le traîner. Ok. Il faut que l'on sorte les rames, le vent n'est pas assez puissant. À toi, Jérôme. Rapproche tes mains pour que ta prise soit plus resserrée. Ok. Ok. Voilà, la main droite ici. Ok. Et maintenant tu rames.
Vous chalutez combien de temps? Pendant 1 heure et demie. Le temps que les filets se remplissent de poissons et de crevettes, mais aussi de crabes et de couteaux. Ok. Ça veut dire qu'il faut que je pagaie pendant une bonne demi-heure. Ça va me faire les bras. Tu vois comme notre métier est difficile. Quand le vent n'est pas au rendez-vous, on doit se relever les manches et pagayer dur pour être sûr de rapporter la pêche du jour et de quoi gagner notre vie. Pendant que l'Oroa tracte son chalut à la force du vent, on en profite pour reprendre des forces. Sur le bateau, pas simple de se trouver une place. Chaque espace est optimisé. Vas-y, tire fort. Allez, on remonte les filets là. Jérôme, vas-y, tire de toutes tes forces. Ah, des crevettes! Waouh, ok, il y a du poisson quand même là. Oh, des serpents! Des serpents? Snake. Oh! Oh là, il y a plein de serpents. Faites gaffe. Je connais ces serpents. Voilà. Ça ressemble à des trichoréiers, des laticoda. C'est des serpents qu'on trouve partout dans l'océan Indien, dans le Pacifique. Alors on dirait pas comme ça, mais c'est le serpent le plus venimeux qui existe sur Terre. La chance que j'ai là, c'est qu'ils sont pas du tout agressifs et qu'ils ont une toute petite gueule et des crocs qui sont vraiment au fond de la gueule. Voilà. Et eux, ils ont de la chance, ils repartent à l'eau. Waouh. Waouh, la pêche a été bonne. Maintenant, on va les trier. Le poisson de ce côté, Ok. ça ici, Ça, et c'est- et les crevettes tigrées par là. Ok. Quand est-ce que tu as commencé à pêcher? Je fais ce métier depuis 25 ans. Les choses ont changé depuis cette époque? Oui, certains jours, on rentre au port sans rien. Parfois, on ne pêche que des algues et des sacs plastiques. Les navires de pêche à moteur rejettent beaucoup de mazout dans la mer. C'est pas du tout bon pour l'écosystème marin. Les poissons finissent par mourir. C'est vraiment terrible. Est-ce que tu aimes pêcher sur un bateau à voile? On forme une super équipe. Tout le monde se donne à fond. On fait ce métier sereinement, tous ensemble, et on peut nourrir nos enfants avec ce qu'on pêche. On vit paisiblement, et je pense que jusqu'à la fin de nos jours, on n'aura aucun problème à se lever tous les jours aux aurores pour aller pêcher. Chaque année, de plus en plus de pêcheurs s'endettent pour acheter des navires à moteur et aller chercher le poisson qui se fait rare toujours plus loin. Une pratique sans avenir qui condamne la biodiversité et les générations futures.
Je continue mon périple en prenant la route vers le nord, dans la région d'Anuradhapura. Je suis avec Asanka, un ancien mendiant. Aujourd'hui, il a changé de vie en devenant une sorte de fleuriste. Il cueille des fleurs de lotus qu'il vend au temple bouddhiste de la région, où les fidèles la déposeront en offrande. Il m'emmène sur ce lac incroyable où naissent les fleurs sacrées. Waouh! C'est immense, ça, c'est sublime cet endroit. Ça, c'est ton bureau. C'est magnifique, c'est gigantesque. Il y a des oiseaux partout, là, il y a des cormorans sur l'arbre. Là, il y a des oiseaux qui se baladent sur les feuilles de lotus. Jérôme, on va descendre les bouées Ok. et puis on va se mettre à l'eau pour aller cueillir les fleurs de lotus. J'espère que c'est assez gonflé pour moi, parce qu'on n'a pas vraiment le même gabarit. Ok, Allez, on y va. comme ça on y va directement. Oh, je sens que ça va être folklore. Allez, c'est parti. C'est à 14 ans que j'ai pu sortir de la rue grâce à ma passion. Comme j'ai pas fait d'études, j'ai appris le métier d'horticulteur par moi-même. Et aujourd'hui, je peux nourrir ma femme et mon enfant. Jérôme, d'abord, il faut trouver sa position. Tu relèves tes jambes et tu te mets un peu plus à l'arrière. Je pense que c'est bien. Tu y vas tranquillement. Je pense qu'il faut que je mette mes jambes comme ça. Oui, mets tes jambes un peu plus au centre, comme ça. On va aller de ce côté pour cueillir les fleurs. Allez, c'est parti. La fleur de lotus éclot une fois la saison humide passée. Elle est capable de réguler sa température, quelles que soient les conditions climatiques. Elle offre un environnement tempéré qui attire les pollinisateurs. Fidèle à la philosophie bouddhiste, Asanka prend soin de ne cueillir qu'une partie des fleurs pour ne pas rompre le fragile équilibre de la nature. On n'arrache pas les fleurs de cette taille. Elles sont trop petites. Ça, c'est pas bon. Non, mais les fleurs de cette taille-là, on peut les cueillir. On garde environ 30 cm de tige et on cueille la fleur. Ok, cette fleur n'est pas trop petite. Non, elle n'est pas trop petite. On cueille même des fleurs plus petites que celle-là. Et regarde, on ouvre la fleur comme ça. C'est trop beau. Ok, c'est magnifique comme ça, d'accord. Comme tu peux voir, le bourgeon n'a aucune odeur. C'est une fois que la fleur a totalement éclos qu'elle peut libérer son parfum puissant. Jérôme, suis-moi, il est temps de cueillir les fleurs. Allez, suis-moi. Avec mon activité, je suis en permanence connecté avec la nature, avec sa beauté. Je suis bouddhiste. Je crois en l'importance des actions positives. Donc j'essaie d'exercer mon métier de manière vertueuse, en respectant l'environnement. C'est pour ça que j'aime autant mon métier. Le lotus est une fleur vénérée par les Sri Lankais. Il doit notamment sa popularité à sa symbolique dans la religion bouddhiste. Il puise sa substance vitale dans la boue des fonds marécageux, représentant les troubles et les souffrances.
pour finalement s'élever et s'épanouir au-dessus de l'eau, tel le Bouddha flottant au-dessus du sol. Dans la religion bouddhiste, il est courant d'offrir des fleurs de lotus à Bouddha. On n'allume pas de cierge comme les chrétiens. On offre une fleur de lotus, c'est considéré comme une action positive. Mais on peut également faire une offrande matérielle, une boisson, un aliment ou un vêtement. Mais c'est vrai que quand on offre une fleur de lotus, c'est un geste particulièrement précieux, une sorte de promesse. Donne-leur des fleurs qu'ils puissent faire une offrande au temple. Ok. Voilà, c'est des jeunes enfants, moines, bouddhistes. Je préfère être à la distribution qu'à l'ouverture des fleurs. Quelle expérience incroyable. Approchez-vous, prenez chacun une fleur. N'ayez pas peur, il y a assez de fleurs pour tout le monde. Pour le temps. La procession évolue vers le temple. Les fleurs de lotus, symbole de générosité, sont déposées dans ce lieu sacré pour montrer le chemin vers l'illumination de Bouddha. Quelques heures seulement après les avoir cueillies, les fleurs de lotus ornent et embaument le temple. Je me souviendrai longtemps de ma rencontre avec ce poète du lac d'Anuradhapura. Je suis en route pour la prochaine étape de mon voyage, le district de Mannar, dans le nord-ouest du pays. Un territoire meurtri par des décennies de guerre civile. Je vais y rencontrer une communauté de femmes exceptionnelles qui ont pris leur destin en main pour ne pas sombrer dans la misère et gagner leur indépendance. Elles ont décidé de se tourner vers la mer et de protéger leurs ressources. Quand j'arrive, le village se réveille et les femmes sont déjà prêtes à partir pour la pêche. Bonjour, tu es Judy? Oui, c'est moi. Judy. Je suis Jérôme. Ravi de te rencontrer. Sois le bienvenu. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez nous. Jérôme. Elisabeth. Elisabeth. Soudia. Soudia. C'est Elisabeth qui dirige notre coopérative de pêcheuses et Soudia est sa fille. Vous êtes structuré comme une association, c'est ça? Pourquoi? C'est très simple. On est convaincus qu'ensemble, on est plus forte pour avancer. C'est la seule coopérative de pêcheuses au Sri Lanka. Et en tout, on est 55 membres. Waouh, 55 pêcheuses, c'est beaucoup. Ouais, c'est une grande communauté. Il ne faut pas qu'on tarde parce que t'es arrivé un peu en retard. Et la marée n'attend pas. Ok, désolé. On y va. Let's go. Il m'a pris de partir pieds nus, mais le sol est brûlant. J'ai les pieds collés au goudron. Au sein de la coopérative, c'est l'entraide qui prime.
les anciennes apprennent aux nouvelles à plonger, à connaître les espèces à pêcher et les prises à éviter. Judith est la trésorière de la coopérative. Elle est mère célibataire de 4 enfants et pêche depuis 5 ans. Tu as eu peur la première fois que tu es allé dans l'eau pour pêcher? Oui, au début j'étais terrifiée. J'avais peur de ne pas être à la hauteur. Et puis, j'avais peur de mourir. Il faut dire que ma vie était alors tellement difficile. Je n'arrivais plus à nourrir convenablement ma famille. J'ai réfléchi à toutes ces difficultés auxquelles je devais faire face, et la peur s'est envolée. Elle ne faisait pas le poids. Ok, et toi, ça fait longtemps que tu pêches? Ça fait 2 ans maintenant. J'ai appris à pêcher en 2 semaines. Ok. La pêche se déroule au large de la côte, dans les herbiers qui servent d'abri à de nombreuses espèces. J'admire Judith et ses amis qui se contentent d'un masque de fortune et plongent habillés pour se protéger du soleil et des méduses. Elles passent des heures dans l'eau pour collecter de quoi nourrir leur famille. Les crevettes se vendent à peine 2 € le kilo sur le marché. Mais les concombres de mer s'arrachent à prix d'or dans toute l'Asie. Celui-ci est petit, on ne va pas le prendre. Mais on va le laisser dans la zone d'élevage des concombres de mer. Il va mettre 3 à 6 mois pour atteindre sa taille adulte. Alors on le récupérera et on pourra le vendre. Ok. À cette taille, on pourrait seulement le vendre 80 centimes. Waouh, joli! C'est un gros celui-là. Celui-ci pourra être vendu entre 1,10 € et 2,20 €. Joli crabe! Attention, il va te pincer. Je te dis qu'il va te pincer. Elle a peur que je le fasse tomber à l'eau. Il faut dire qu'il est beau, avec les pinces énormes là. Allez. Ah, la confiance ringue. Ils sont magnifiques ces crabes. Quand je te vois dans l'eau, tu as l'air tellement bien, tellement dans ton élément. Tu nages, tu plonges. Tu te sens heureuse et libre ici? Quand on part pêcher, on est tout ensemble. Alors que quand je suis à la maison, c'est vraiment différent. J'ai tellement de problèmes avec mon mari. La vie à la maison est très compliquée, j'ai beaucoup de soucis. Quand on est en mer, on est heureuses toutes les 4. Pour gagner ma vie, je pêche et je couds. Mon mari n'a jamais supporté que je travaille. Alors il m'a quittée. Oh, mais tu es libre maintenant. Sans homme, je ne me suis jamais sentie aussi bien. Après notre journée de pêche, les femmes m'invitent à cuisiner le crabe que nous avons capturé ensemble.
Des feuilles de curry. C'est vraiment le goût du curry. Mais frais. Donc le piment. On y va généreusement. On vide le paquet. Ça sent déjà tellement bon, on va se régaler. Allez, on passe les assiettes. Avec le piment, le tamarin, les épices, là, c'est la folie. Je voulais vous demander pourquoi vous êtes devenue pêcheuse. J'ai 6 enfants. Et le salaire de mon mari n'est pas suffisant pour couvrir les frais de scolarité. Donc j'ai décidé de partir pêcher des crevettes et des crabes pour gagner de l'argent et payer l'éducation et la nourriture de mes enfants. La mer est d'une précieuse aide pour nous. Comment décririez-vous la situation des femmes à Mannar? Certains hommes considèrent qu'ils sont les seuls à pouvoir gagner leur vie et que les femmes devraient rester à la maison. Ils n'apprécient pas que leurs épouses partent travailler comme eux. J'aimerais beaucoup connaître ton histoire aussi. Pourquoi tu es devenue pêcheuse? Mon mari est décédé. Et comme mes filles sont trop jeunes pour travailler, je suis devenue pêcheuse de crevettes et de crabes pour gagner ma vie. C'est la mer qui a permis à mes enfants d'être encore en vie aujourd'hui. Voilà mon histoire. Difficile de trouver les mots pour décrire l'émotion que provoque cette rencontre en moi. Une chose est certaine, je vois ces femmes comme un espoir et une source d'inspiration. Demain matin, elles m'ont convié à participer à une journée très importante pour elles. Les femmes du village n'ont que trop constaté l'accélération de la destruction de l'environnement qui met en péril leur unique moyen de subsistance. Les mangroves, nurseries de poissons et remparts contre les catastrophes naturelles, sont particulièrement menacées. Il y a quelques années, une ONG locale les a contactées pour restaurer ces forêts marines. Elles ont immédiatement accepté. Je les accompagne aujourd'hui pour planter des jeunes palétuviers. Wow. Hello. Bonjour. Bonjour. C'est génial. Là, ce sont les plants pour la mangrove. On a plein, hein. Il y a environ 500 plants. Ces plants sont essentiels au bien-être de son écosystème. Ce sont notamment grâce à eux que les petits poissons pourront nicher leurs œufs plus tard. On a donc réuni tous ces plants pour densifier la mangrove. Tout ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est pour que nos petits-enfants puissent continuer à vivre sereinement ici. Ok. Alors maintenant, on va avoir besoin que tu nous aides à pousser la brouette, Jérôme. Ok. Allez, ouf. La brouette dans le sable, en plein cagnard. Allez, c'est parti. Let's go. On y va. C'est un peu dur là. Allez. Pousse, Jérôme. Les plants se dessèchent à cause de la chaleur.
Il va falloir qu'on le plante rapidement. Là? Oui, oui. Ok. Tiens, un plan. C'est comme ça qu'on fait. Ok. On va les planter en ligne, pas trop près les uns des autres, ici et ici. Ok. Pourquoi on les plante ici, aussi près du village? On les plante près du village, comme ça on n'aura pas à aller trop loin pour pêcher. Les crevettes, les gambas, les crabes et les couteaux vont tous venir ici. Ils vont nicher leurs œufs et grandir au cœur de la mangrove. C'est pour cela que l'on travaille si dur aujourd'hui. Personne ici n'a envie de vivre ailleurs. Nous avons construit notre vie, notre communauté. Tu penses que sans les femmes, tout ceci aurait pu arriver à Mannar? Non, ici, seules les femmes réfléchissent à l'avenir de la mangrove. Est-ce que tu penses que les gens du village accordent de l'importance à la protection de la nature? Oui, ce que l'on plante aujourd'hui, c'est pour protéger notre village des marées destructrices. Ce sont les arbres qui seront nos meilleurs protecteurs. Si un nouveau tsunami vient frapper et qu'il n'y a pas d'arbres pour nous protéger, alors le village sera détruit. Ce sera un véritable désastre. Nous, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour que cela n'arrive jamais et que la mer ne puisse pas déferler jusqu'à nos maisons. La résilience et la capacité de se réinventer des femmes de Mannar m'impressionnent. Année après année, la mangrove est plus dense et la biodiversité plus riche. Le combat qu'elles mènent pour la survie de leurs enfants est en bonne voie. Impossible pour moi de voyager au cœur de l'océan Indien sans faire un crochet par l'île de Fuvahmulah, dans le sud de l'archipel des Maldives. L'île abrite la plus grande population de requins-tigres au monde. Et je ne résiste pas à l'envie de découvrir ce phénomène. Je retrouve d'abord John sur son bateau, l'un des pêcheurs de l'île, car ce sont les pêcheurs qui les premiers ont assisté à la sédentarisation des requins-tigres attirés par les populations de thon et de bonites. Tu prends l'hameçon et tu l'accroches comme ça, là, de cette façon. Ça va servir à quoi? Et tu rejettes le poisson à l'eau. Donc tu utilises ce poisson pour attraper de plus gros poissons? Oui, maintenant on va pouvoir pêcher des thons albacores. Regarde, tu fais ce mouvement là, comme ça, très très vite. Ok. Un petit coup de main à prendre quand même, hein? Ok, j'en ai un. Oh, yellowfin tuna. Un thon albacore. La meilleure façon de pêcher, c'est la nôtre ici aux Maldives. On pêche à la ligne, on respecte l'écosystème marin. On n'attrape que ce dont on a besoin, ce qui nous permet de pêcher sans épuiser les ressources et de renouveler les espèces. Longtemps, les requins-tigres terrifiaient les pêcheurs. Mais depuis quelques années, une poignée d'hommes a décidé de briser le tabou et de se jeter à l'eau. Grâce à leurs interactions uniques avec les tigres, ils commencent à faire évoluer les mentalités. Je rencontre l'un d'entre eux à la criée. James, né à Fuvahmulah, est devenu plongeur professionnel.
Ici, tout le monde pêche le thon à la ligne. Mais c'est parfois un peu compliqué, parce qu'on n'a pas le temps de remonter les prises. Les requins-tigres ont déjà tout mangé. Ah oui? Ah oui? Dis-moi, quand est-ce que les requins-tigres ont commencé à interagir avec vous à Fuvahmulah? Ce sont les pêcheurs qui ont été les premiers à nous avoir informés de la présence de groupes de requins-tigres. Il y avait des rumeurs, bien sûr. Certains pêcheurs avaient remarqué que les requins-tigres se nourrissaient des restes de prises qui étaient rejetés à la mer. Et puis certains d'entre nous ont plongé pour en avoir le cœur net. Et ils ont confirmé qu'il y avait des requins-tigres. C'est là que tu as commencé à plonger avec les requins. Oui. Comment ont réagi les gens ici? Ma famille et mes amis ont peur pour moi. Ils ne veulent pas que je plonge avec les requins. Ils pensent à ma sécurité. Mais justement, mon but, c'est de montrer à tout le monde que ce n'est pas dangereux. Si ça te dit, on pourrait aller plonger? Que je te montre un peu les requins-tigres de Fuvahmulah? Ok. C'est la folie cet endroit. Fuvahmulah, c'est une île qui n'est pas encore très connue, mais qui est l'île où il y a la plus grande concentration de requins-tigres au monde. Donc, je ne tiens plus de me jeter à l'eau. C'est dément. Il y a une population de requins-tigres importante? Un peu plus de 180. Au même endroit? Oui, au même endroit et le long des côtes de l'île aussi. Waouh! C'est parti pour une plongée extraordinaire dont j'ai longtemps rêvé. J'espère que les tigres seront au rendez-vous. Contrairement aux idées reçues, la plupart des animaux marins ne vivent pas au large, mais auprès des côtes. L'infiniment petit y trouve refuge, les plus grands viennent s'y nourrir et se reproduire. Les récifs coralliens concentrent à eux seuls près d'un quart de la biodiversité marine de la planète. Après quelques instants seulement, les seigneurs de Fuvahmulah apparaissent. Peau tigrée, œil noir, ils ne laissent jamais indifférent. Les requins-tigres mesurent jusqu'à 5 mètres. Autour de l'île, on trouve exclusivement des femelles. On ne connaît que peu de choses sur leur comportement, leur biologie, mais leur présence pourrait être liée à la reproduction. Il y a désormais plus de 10 requins-tigres autour de nous. Ils font partie des rares espèces considérées comme dangereuses pour l'homme. Pourtant, sur cette île, aucune attaque n'a été recensée. Sans doute parce qu'ici les hommes vivent en harmonie avec l'océan et les requins ne manquent pas de proie naturelle. Cette raie manta a senti le danger. Elle est assez puissante pour repousser le prédateur le plus féroce de l'île.
Fuvahmulah est très différente des autres îles des Maldives. C'est pas vraiment l'île carte postale. L'île est difficile d'accès. Donc pendant longtemps, il n'y avait quasiment aucun touriste. Et puis, il n'y avait pas de réelle raison pour eux de venir ici. Mais depuis que les requins se sont installés à proximité de l'île, les avions se sont remplis les uns après les autres. Ça veut dire qu'un requin vivant vaut plus qu'un requin mort. Oui, plus que jamais. Mais ce n'est pas seulement une histoire de business. C'est aussi et avant tout une question de protection de l'environnement et de l'océan. S'il n'y a pas de requins, l'équilibre de l'océan est totalement troublé. Pour que l'océan reste un lieu sûr et en bonne santé, nous avons besoin des requins. Mon aventure s'achève sur cette plage du bout du monde. Du port de Negombo aux mangroves de Mannar jusqu'à l'archipel des Maldives, j'ai rencontré des femmes et des hommes unis par l'océan, qui ont décidé de s'engager pour le protéger. Par l'inspiration qu'ils puisent dans la culture et les traditions transmises par leurs ancêtres, ils montrent que dans notre passé se trouvent sans doute les solutions pour bâtir le monde de demain.